Bonjour à tous, donc bienvenue à notre 28e congrès, le congrès donc, des cardiologues hospitaliers qui va durer donc 3 jours. J'ai le plaisir donc d'inaugurer donc ce congrès avec mon ami Jean-Louis Hirsch qui est le directeur un petit peu du congrès, ancien cardiologue interventionnel d'Avignon. Beaucoup de nouveautés encore dans ce congrès. Je tiens déjà à remercier nos 30 partenaires qui maintenant nous soutiennent. On a de plus en plus de partenaires. C'est grâce, je pense, au dynamisme de la vie de notre collège avec les webinaires, le développement de social media. Et du coup, maintenant, les partenaires viennent à notre congrès. On attend 800 participants. Donc, on est devenu le deuxième congrès le plus important de la Société française de cardiologie après les journées européennes, où ils sont à peu près 8000. Il y a énormément de nouveautés, des sessions scientifiques, des ateliers pratico-pratiques, et puis toujours un accès important pour les jeunes avec des sessions de formation pour les jeunes, de cas cliniques, des speed data, des battles de cas cliniques interrégionales. On aura une finale donc, qui sera effectivement jeudi en fin d'après-midi. Et puis beaucoup de nouveautés sur le numérique, le digital, avec effectivement des conférences exceptionnelles. Alors je vais laisser Jean-Loup qui va essayer de vous donner envie d'assister à tout le congrès et surtout de le diffuser aussi à vos amis. C'est un congrès effectivement qui est hybride, c'est-à-dire qu'on attend quand même 800 participants en présentiel, mais on va probablement avoir autant, voire le double de participants en live sur le nouveau site internet du CNCH. Vous pouvez vous connecter et assister à la session en direct pour nos collègues qui malheureusement doivent rester à l'hôpital pour assurer la permanence des soins parce que tout le monde ne peut pas venir. Il faut bien faire fonctionner quand même nos hôpitaux. Et du coup, ça permet à nos collègues ou à nos internes qui gardent un peu la boutique d'assister aux sessions qui les intéressent. Et grâce à la technologie avec Europa et Ouverture TV, que je tiens aussi à remercier, on va avoir ce congrès hybride avec ce nouveau village aussi de simulation pour nos jeunes. Alors Jean-Loup, qu'est-ce qu'il y a de nouveau ? Voilà, bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver et on se retrouve effectivement de plus en plus nombreux puisqu'on attend cette année à peu près 800 participants, on espère dépasser les 800. Formation comme d'habitude avec des symposiums, des ateliers, la réunion de nos 7 groupes de cardiologie, donc je ne vais pas tous citer, cardiologie interventionnelle, électrophysiologie, réadaptation et autres. Et également cette année, cette année déjà dans la suite des autres années, une implication de plus en plus forte des jeunes générations, avec donc les quiz pour les jeunes, différentes sessions de présentation de cas cliniques. Cette année, particulièrement, le fil rouge, et c'est d'ailleurs pour cela qu'on va commencer par cette session, sera le livre blanc. Le livre blanc, on essaye d'en faire un tous les 10 ans. Il a pour but de présenter l'état des lieux de la cardiologie hospitalière, ses problématiques, ses solutions éventuelles. Et ce soir, donc, on aura une première session qui sera suivie demain d'une conférence de presse et vendredi matin également d'une conférence pour laquelle nous avons en principe la présence du ministre vendredi matin qui donnera donc d'une part son opinion sur l'état de la cardiologie, mais aussi qui nous fera l'honneur et donc qui rappellera la considération que nos autorités portent sur les hôpitaux non universitaires. Je vous rappelle que le CNCH, ce sont les hôpitaux généraux, ce sont les hôpitaux militaires et ce sont les ESPIC. Donc un programme très chargé. Nous commençons ce soir, nous finissons vendredi en fin d'après-midi et j'espère que vous y prendrez beaucoup de plaisir. Bon congrès à tous. Et là-dessus, il y a 2 conférences exceptionnelles. Ça commence par la première ce soir avec les 20 ans du TAVI. Vous savez qu'en avril 2002, le professeur Alain Cribier faisait son premier TAVI en France, dans le monde. Et donc, on a l'honneur de l'avoir ce soir, qui vient donc à ce dîner-débat qu'on va avoir après cette vie des services. Et puis, vous avez une deuxième conférence exceptionnelle, qui est le professeur Jean-Noël Fabiani, qui est maintenant membre de l'Académie de médecine, qui était d'ailleurs mon conférencier d'internat, et qui s'implique beaucoup maintenant sur l'histoire de la médecine. Et donc, il a fait des bouquins que je vous incite à lire, notamment en BD maintenant, sur l'histoire de la médecine. Et donc, c'est assez ludique et c'est très intéressant. Donc, on va l'écouter vendredi à 14h. Bon congrès à tous. Et je vais laisser la parole donc à mes 2 amis, Simon Catan, qui a été un des pilotes importants de ce livre blanc, que je remercie beaucoup, effectivement, ainsi que tous les autres membres du collège qui ont participé à ce livre blanc, qui fait quand même 250 pages. Vous l'avez dans vos pochettes, avec des thématiques différentes.
et qui essaie d'apporter effectivement une photo précise de la cardiologie et du coup d'apporter des solutions qu'on va essayer ensuite de montrer à nos décideurs, voilà, dans le cadre de la refondation de la santé au niveau national. Et puis Michel Ansen, ancien président aussi du collège, qui avait participé aussi avec Simon au premier livre blanc qui date de 2010. Donc ils vont tous les deux modérer cette session donc, sur la présentation des livres blancs. Bon congrès à tous. Donc on va demander à nos invités de rejoindre la table ronde et on va pouvoir les présenter et leur remettre déjà. Alors on leur remettra, on prend la photo après, on prend à la fin, tout à la fin, on prendra la photo avec la remise du livre blanc. Allez, voilà, donc deux anciens présidents des présidents, puisqu'on a effectivement aussi à la table ronde Francis Fellinger. Pour pas... Ok, ça va. Voilà, donc à ma droite, Thierry Godot, président et représident, j'allais dire. Voilà, bonjour à tous. Donc Thierry Godot, président de la conférence des présidents de CME de centres hospitaliers. Et pourquoi je suis un peu casse-pied, c'est que je sors d'un gros problème ophtalmo où j'étais en arrêt de travail pendant 4 mois, donc j'ai encore un peu de sensibilité. Voilà. Et en tout cas, ça me fait plaisir de vous retrouver tous les deux, puisque vous étiez des membres actifs de notre conférence. Et j'ai regardé un petit peu, je ne suis pas surpris de trouver ce qu'on trouve, compte tenu des débats qu'on avait ces dernières années. Voilà. Donc, en tout cas, merci en tout cas d'être là pour cette congrès. Puis on était un petit peu, on ne savait pas si tu pouvais être là. J'ai repris il y a 10 jours. Voilà, donc on est très heureux en tout cas de te revoir en bonne santé et en bonne forme. Voilà, donc et puis tu es un habitué, je crois que c'est la deuxième ou la troisième fois. Au moins la troisième. Au moins la troisième fois. Puis, voilà, donc effectivement, tu es un peu notre courroie de transmission aussi, hein, je veux dire, c'est important. Francis Fellinger, qui est aussi ancien président de la conférence des présidents de CME. Je te laisse te présenter. Donc, Francis Fellinger, bonjour à toutes et à tous, et ravi d'être ici. Donc, je suis un ancien président de la conférence, effectivement. Je suis aussi un ex-cardiologue, si je puis dire, parce que j'ai travaillé avec Michel Agneau pendant de très longues années. Et je suis ravi d'être dans ce collège, puisque j'ai fait partie avec d'autres ici, Jean-Loup, j'avais vu quelques autres de ceux qui ont été dans les premiers membres de ce collège il y a fort longtemps. J'étais tout jeune à l'époque, je dois le dire. Et actuellement, donc, j'ai rejoint l'ANAP, dont je suis le conseiller médical. Et je vous expliquerai en quelques mots ce que c'est que l'ANAP. C'est une agence, une des agences de santé la plus petite, la moins chère, mais la plus efficiente, j'espère, puisque nous sommes l'agence de la performance. Voilà, et donc... oui. Non, juste, je n'ai pas dit que j'étais à La Rochelle et que je suis endocrinologue. Ah oui, pour ceux qui savent. Ne savent pas encore. Et Zénad, bon, à la limite, allez, est-ce qu'on n'a même plus besoin de la présenter? Si on va te laisser te présenter et nous dire aussi, rappeler un petit mot, quelques mots de la FHF et ce qu'on représente un peu la FHF. Okay. Merci. En tout cas, merci pour votre invitation. Bien sûr, je suis ravie d'être parmi vous. Zaina Brié, moi, je suis la déléguée générale de la Fédération hospitalière de France. Fédération qui regroupe tous les hôpitaux publics, centres hospitaliers, bien sûr, centres hospitaliers universitaires, régionaux, hôpitaux de proximité, et puis également toutes les structures médico-sociales publiques, qu'il s'agisse des EHPAD, des foyers d'accueil médicalisés ou encore des maisons spécialisées pour personnes en situation de handicap. Notre rôle est de promouvoir l'offre publique de santé et de partout faire en sorte que cette offre publique reste accessible à toutes et à tous. Et par ailleurs, nous avons joué un rôle particulièrement important ces 4 dernières années. Donc je suis heureuse d'être avec vous, d'autant plus qu'on se connaît aussi, Michel, Simon, Thierry, Francis, puisque dans une autre vie, moi j'ai été non pas cardiologue, mais directrice d'établissement, et j'ai eu l'occasion d'exercer en Seine-Saint-Denis, et j'étais en poste avant de rejoindre la Fédération hospitalière de France au Havre. Voilà, donc on va essayer d'axer le débat sur 2 thématiques. La première thématique, c'est la présentation du livre blanc, les problématiques qui nous sont posées. Il y a eu un état des lieux.
On va essayer de les rappeler, puis de discuter un petit peu des solutions qui sont proposées. Et puis éventuellement, on voudrait essayer de sortir peut-être du cadre du livre blanc pour avoir une idée plus générale de la gouvernance de notre système de santé et comment elle va évoluer, et notamment éventuellement dans le cadre du CNR de la santé, est-ce qu'on a des idées de faire des prospectives et quelles vont être les positions qui vont être défendues par l'hospitalisation publique. Voilà, c'est un petit peu dans les deux thématiques qui vont être essayées d'être abordées. Bon, pour rappeler effectivement, je veux dire, entre guillemets, on est sorti d'une crise de l'hôpital qui date depuis de nombreuses années, qui ont été faites. Je pense qu'on a été avec Thierry, avec nous et la fédération, d'alarmer sur les difficultés de l'hôpital public de nombreuses années. Elles ont été acutisées par la crise du Covid et elle a mis en évidence un petit peu tout ce qui s'est passé et l'intérêt de l'hôpital public qui a été, j'allais dire, entre guillemets, le premier de corvée, le premier de cordée et en première ligne, en tout cas, face à l'épidémie. On se trouve avec plusieurs problématiques, crise de la démographie médicale, crise de sens ou perte de sens par rapport à ce qui est demandé, perte d'attractivité. Le Ségur a apporté des améliorations, mais manifestement encore, compte tenu de l'état et des retours qu'on a dans un certain nombre le problème du Ségur n'est pas résolu. Nous, au niveau de la cardiologie, on a un certain nombre de problématiques qui sont majeures. C'est notamment la permanence des soins. La permanence des soins, compte tenu actuellement de la démographie médicale, je pense que si effectivement il n'y a pas un impact sur la rémunération de la permanence des soins et sur un meilleur partage de la permanence des soins, on risque de se trouver dans des situations telles que la pédiatrie ou les urgences pédiatrie. Voilà, c'est clair encore à l'heure actuelle. On est incapable. Alors, quelques rappels. Voilà, en termes de permanence des soins, c'est l'hôpital public qui est en première ligne. Il y a 90% des urgences cardiovasculaires sont pris en charge par l'hôpital public et les PSPH, qu'on a un petit peu inclus, et 70% des urgences cardiovasculaires viennent au niveau du CNCH, c'est-à-dire quasiment l'ensemble des hôpitaux publics. Un état des lieux, c'est qu'à l'heure actuelle, il y a 86% de la population qui maintenant se trouve à moins d'une heure d'un centre équipé d'un centre d'angioplastie. Mais si on ne fait rien ou si on n'a pas des mesures je pense qu'on ne va pas pouvoir tenir ces délais. Il y a des choses qui sont effectivement un petit peu inquiétantes. Il y a la réforme du 3e cycle et actuellement maintenant là, c'est devenu une surspécialité qui est validante et on voit que les nouvelles générations maintenant se désintéressent des spécialités avec permanence des soins. Par exemple, l'option, maintenant c'est une option qui est qualifiante, l'option de cardiologie interventionnelle. Il y a eu 41 postes qui ont été mis au choix uniquement pour les DES de cardiologie. Il n'y a eu que 26 postes pris. C'est-à-dire que maintenant, actuellement, les jeunes cardiologues, il y a des postes qui ont été vacants en cardiologie interventionnelle. Et donc, actuellement, on arrive à tenir sur les postes de filière étrangers, de médecins étrangers, mais que si effectivement cette filière se tarit et que les médecins étrangers et les DU ne seront plus validants, on ne pourra pas tenir l'offre de soins. Et notamment dans le cadre de l'infarctus du myocarde, on a cette double dualité. La spécialité de cardiologie, elle a une dualité. C'est la proximité et la technicité. C'est-à-dire quand c'est pas, on peut des fois faire un peu plus de kilomètres pour faire une radiothérapie, mais quand on éloigne du centre, il y a une perte de chance. Et le réseau actuellement de cardiologie interventionnelle, je ne sais pas si dans l'état actuel, compte tenu un peu de cet effet sociétal des jeunes médecins qui ne veulent plus faire de l'urgence et de cette filière qui se coûte et des problèmes effectivement la rémunération de la permanence des soins, ça a été le grand oublié du Ségur et si on ne fait pas quelque chose, je pense qu'on va être dans un mur. Voilà, donc c'est un petit peu ces éléments-là. Donc si on peut discuter de la rémunération de la permanence des soins, des problèmes d'attractivité encore de l'hôpital public et notamment et de retrouver du sens, j'allais dire, dans le métier de médecin hospitalier.
je vous laisse faire un tour de table, si on peut déjà commencer un peu à ouvrir le débat sur ces éléments-là. Oui, bah écoutez, à vous l'honneur. Oui, bien volontiers. Et puis je reviendrai après peut-être sur la cardiologie à la fin, sur le livre blanc. Oui, tu le disais, et à juste titre, la crise sanitaire, elle a mis en évidence, et je pense qu'il faut en tirer plusieurs enseignements. Elle a mis en évidence que d'abord la crise de l'hôpital, les crises successives, les crises aiguës que connaît l'hôpital, elles sont aussi liées à un essoufflement de notre système de santé globalement, et que l'hôpital était arrivé aux limites de ce qu'on pouvait lui demander compte tenu de cet essoufflement de notre système de santé. Ensuite, cette crise, elle a révélé aussi que nous avons, hélas, perdu des vies humaines, certes peut-être moins que d'autres pays européens, et donc on peut toujours se satisfaire d'avoir un bon système de protection sociale, et effectivement il vaut mieux être malade en France probablement qu'ailleurs, mais pour autant, parmi les personnes qui ont été lourdement atteintes, au-delà de la question de l'âge, des problèmes d'immunité, il y a des comorbidités et des facteurs de risque qui auraient pu être neutralisés et évités. Et donc on voit combien en termes de prévention, ça a mis en lumière qu'on n'était pas forcément très bon en prévention. Et j'en veux pour preuve que notre espérance de vie en bonne santé est de l'ordre de 63 ans, 63,4. Nous savions que nos voisins scandinaves avaient une meilleure espérance de vie en bonne santé que nous. Ceci dit, les Italiens et les Espagnols nous dépassent. Et est-ce que le modèle que nous souhaitons, c'est continuer à avoir une espérance de vie, certes, qui croît, mais qui croît avec incapacité, puisque c'est cette réalité-là. Donc, face à cela, on peut se dire qu'en fait, notre système de santé n'est pas aussi efficient, nous le savions, mais pas aussi efficace que cela. Un autre des éléments et enseignements, c'est que l'hôpital, et tu l'as dit, l'hôpital a joué le rôle de bouclier sanitaire de la nation. L'hôpital public a immédiatement réagi lorsqu'il a fallu mettre en place les 100 super congélateurs, qu'il fallait organiser cela, qu'il fallait mettre en place des centres de vaccination, bien sûr, heureusement, avec nos partenaires de ville. Il a su s'adapter, il a su bouger. Et le récent avis 40 du Conseil national d'éthique, du Conseil consultatif national d'éthique, l'a relayé il y a 15 jours en disant il faut absolument avoir un hôpital fort, un service public fort en matière de santé, car il est garant aussi, outre de l'accès aux soins de tous, mais garant aussi de tout ce que nous sommes amenés à vivre en termes de crise, qu'il s'agisse de crise sanitaire ou d'autres crises que l'hôpital connaît très bien. Et puis, si nous voulons trouver et redonner du sens à notre système de santé, à la fois d'un point de vue indicateur de santé, à la fois en termes aussi de financement, et puis également aux acteurs de santé, aux professionnels de santé qui font fonctionner ce système de santé, il nous faut mettre en œuvre un certain nombre de leviers, mais avant tout être tous convaincus que notre logique, c'est de maintenir une population en santé. Maintenir une population en santé, c'est aussi faire en sorte que cette population vive mieux, éviter les maladies qui sont évitables, éviter les hospitalisations que l'on peut éviter, et par ailleurs générer aussi des gains pour le financement de notre système de santé. Et je vais m'expliquer, il serait beaucoup plus vertueux. À la Fédération hospitalière de France, nous avons lancé depuis maintenant 4 ans une expérimentation autour de la responsabilité populationnelle ou l'engagement populationnel sur deux pathologies, le diabète de type 2 et l'insuffisance cardiaque. Nous avons beaucoup plus avancé sur le diabète de type 2. C'est un travail qui associe les professionnels de santé, quel que soit leur lieu d'exercice, pour aborder ensemble les problématiques liées à cette pathologie sur un territoire donné, partager l'état des populations concernées. Un exemple, pourquoi beaucoup plus d'amputation de pieds de diabétiques sur tel territoire plutôt que l'autre, comment pouvons-nous agir? Et nous avons aujourd'hui une somme au bilan, nous avons le résultat. Il se trouve que d'une part, dans le cadre de la gestion de la crise,
les territoires qui étaient concernés par cette méthode ont tous réagi ensemble avec les acteurs de la ville, se sont tous tout de suite coordonnés. Et que par ailleurs, sur la prise en charge de diabète de type 2, ça a permis d'avoir un meilleur suivi de ces patients, d'éviter des complications. Mais bon, là, on a un spécialiste qui pourra en parler plus longuement que moi. Et puis, sur le sens pour les métiers, ça a aussi donné du sens pour les professionnels de santé. Travailler sur les pathologies, réfléchir au chemin clinique à mettre ensemble, porter les projets, penser l'avenir, ça donne du sens. Pouvoir consacrer son énergie à mieux soigner, pouvoir consacrer son énergie à expliquer pour éviter les complications, ça donne du sens aussi. Enfin, il faut bien sûr, tu l'as évoqué, la question de l'attractivité des métiers. Alors c'est vrai qu'avant la crise, nous étions déjà en difficulté, mais il y a une situation avant crise en ce qui concerne l'hôpital et les métiers de la santé et aujourd'hui. Avant crise, pour l'hôpital public, nous avons subi des décennies de politique de santé qui étaient basées sur une maîtrise des dépenses publiques. Et cette maîtrise des dépenses publiques, dans le cadre de l'objectif national des dépenses d'assurance maladie, avait pour levier la maîtrise des dépenses à l'hôpital public, qui était quand même un peu plus aisée de maîtriser. Et à l'hôpital public, le premier poste de dépenses budgétaires, c'est le poste des ressources humaines. Il représente 70% à 60% dans les CHU, à 80% dans les établissements spécialisés en psychiatrie, par exemple. Donc, au bout de ces décennies de resserrement, maîtrise de la masse salariale, régulièrement, les établissements ont été évalués, notamment le directeur, sur la maîtrise de la masse salariale, par exemple, et puis l'indice de marge brute pour l'investissement. Donc, ceci a conduit à avoir des effectifs réduits et à être en flux tendu quasiment tout le temps, pardonnez-moi cette expression. Donc ça, c'est pour expliquer les tensions qu'on pesait sur l'hôpital. Et au fil du temps, l'hôpital a dû aussi faire face à ce qui se passait aussi en dehors de l'hôpital. En 20 ans, le nombre des urgences, des passages aux urgences a été multiplié par 2. La population n'a pas été multipliée par 2. Aujourd'hui, 11% de nos concitoyens n'ont pas de médecin traitant. Donc dès lors qu'il n'y a pas de réponse en ville, en tout cas en premier recours, inévitablement, on se tourne vers l'hôpital. Donc, cumuler ces efforts d'économie pour la nation, ces difficultés d'exercice qui dégradent aussi les conditions, et supporter en plus une charge qui vient se surajouter, inévitablement, c'était difficile. Et puis la crise sanitaire, au-delà de, même si elle a mis en lumière toute la valeur de ces métiers et l'intérêt de ces métiers, comme les autres secteurs, ont vécu une sorte de crise existentielle de quelle est la valeur de la vie professionnelle au regard de la vie personnelle et comment on organise cela. Et donc, c'est là où il nous faut, nous, intégrer ces évolutions sociétales que tu as évoquées, parce qu'inévitablement, il y a de la continuité des soins, il y a des facteurs de pénibilité que relève la permanence, par exemple, des soins. Et il faut pouvoir envisager cela en intégrant aussi un certain nombre de facteurs. Les nouvelles générations n'exerceront pas comme les anciennes. Et elles nous le disent, et elles le disent fortement. Et pour autant, moi, je suis persuadée que les métiers de la santé, ce sont des métiers d'avenir. Ce sont des métiers qui donnent du sens à l'existence. Et ils continueront à intéresser. Mais encore faut-il adapter aussi ces métiers de la santé en prenant en compte les objectifs. Parce que bien sûr, il y a la rémunération, on l'a vu, il y a les conditions d'exercice, et je pense que tous ensemble, on peut aussi trouver des solutions. Mieux partager la permanence des soins sur un territoire donné. Mais peut-être que je vais en rester là, parce que si je parle trop longtemps, il y aura moins de temps, ou je peux continuer. Non, pardon. Alors je vais peut-être. On continue. Bien sûr, non, parce qu'on partage un certain. On est tous bavards, alors maîtrise-nous. Oui, parce qu'on est très bavards et je voudrais surtout pas aller dans. On est dans le timing. Bon, très bien. Et je voudrais surtout pas aller dans tous les sens. Mais on est admiratif, on t'écoute beaucoup. Alors. Non, pas du tout. Surtout. Alors, je vais en venir maintenant à la cardiologie, comme ça je vous laisserai
Thierry et puis Francis aborder sur les autres sujets. D'abord, je voulais saluer l'action de votre collège, son action, ses productions, qui sont toujours de grande qualité, et j'en veux pour preuve le livre blanc, la pertinence de vos avis, et puis vos participations actives, et notamment aux travaux du nouveau régime des autorisations, où on voit combien vous êtes actifs et combien vous apportez en la matière. Et d'ailleurs, le travail que vous avez accompli vient nous rappeler l'importance des maladies cardiovasculaires. Alors vous savez tout ça par cœur, mais enfin bon, là c'est quand même la deuxième cause de mortalité en France. Moi, je souhaite rappeler aussi la place de l'hospitalisation publique, des centres hospitaliers qui sont premiers acteurs de cette prise en charge, à la fois en urgence, et qui assurent aussi un maillage territorial important. Rappelez que 70% des urgences en cardiologie sont à l'hôpital public, que 600 000 séjours chaque année sont réalisés, et que les CH, les centres hospitaliers, assurent un tiers de l'activité interventionnelle, et un patient sur 4 est pris en charge en ambulatoire. Quand on a dit ça, quand même, on voit combien cette offre est essentielle, et que tous les travaux que vous pouvez conduire pour améliorer et donner des perspectives sont extrêmement importants. Et d'ailleurs, à ce titre, parmi vos 25 propositions, qui d'ailleurs rejoignent un certain nombre de propositions de la Fédération hospitalière de France. Il y en a quelques-unes, on a fait des copier-coller. Il y en a quelques-unes, on a fait des copier-coller. Alors, moi, je voulais juste en citer peut-être 3. Renforcer la gradation des soins qui devient indispensable. Et ça, c'est vrai qu'on peut se baser, on peut toujours discuter de qu'est-ce qu'est l'échelle d'un territoire ou pas, mais en tout cas, en ce qui nous concerne, hospitalier, se baser sur l'échelle du territoire, du groupement hospitalier de territoire, ça nous paraît une bonne idée pour pouvoir mieux structurer des filières de soins de prise en charge, et puis apporter des réponses aussi aux besoins de proximité, tout en se reposant sur un plateau technique qui est spécialisé et avec des équipes pluridisciplinaires et expertes. C'est gage aussi de qualité, de sécurité et rassuré. La capacité aussi collective à fédérer et à renforcer les coopérations en matière, et à partager l'innovation, la recherche en matière de prise en charge. Promouvoir aussi des outils concrets qui permettent de faciliter les parcours de soins au sein du GHT, mais pas que, peut-être aussi en lien avec la ville. Et puis en ce qui concerne les défis, parce que les défis ils sont nombreux, on les réévoque, mais je crois qu'on n'aura pas fini de les évoquer. Garantir l'accès aux soins et la qualité et la sécurité de ces accès-là. Partager la permanence des soins, mieux reconnaître cette permanence de soins et la valoriser. Si on veut que les autres acteurs participent à cette permanence de soins, inévitablement, il faut la valoriser. Dans le cadre du Ségur, nous avions porté, Fédération hospitalière de France, qu'il fallait mieux valoriser et rémunérer la permanence des soins ainsi que le travail de nuit. Et puis, dans les carrières hospitalières, il faut reconnaître cette permanence, enfin, en termes de carrière professionnelle, il faut reconnaître la pénibilité de cette permanence des soins et de ce travail de nuit. Et ça devrait apporter des bonifications en matière de régime de retraite. C'est d'ailleurs ce que nous portons au niveau de la Fédération hospitalière de France. Et enfin, puisque les travaux nous ont vraiment très intéressés, je te le disais tout à l'heure, nous sommes ravis de vous accueillir au conseil d'administration de la FHF du 14 janvier pour venir nous présenter ces propositions et comment nous pourrions aller encore plus loin ensemble sur ce sujet-là. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas. On va poursuivre le tour de table sur ce que dit Thierry et ce que dit François. Oui, je partage beaucoup de choses de ce qu'a dit Zénab. D'ailleurs, on va se battre pour vous accueillir, puisque tu m'as sollicité aussi pour venir présenter le livre blanc à notre conférence. Moi, c'est vrai que la situation hospitalière, moi, je trouve c'est sérieusement dégradé. Et est-ce que c'est le fait d'avoir été absent des hôpitaux depuis 4 mois et d'avoir, je ne sais pas si c'est du recul, mais franchement, même en 4 mois, là, je trouve que la situation devient compliquée. Encore plus. Enfin, je veux dire, elle se dégrade et on a l'impression que ce n'est pas une dégradation progressive. Là, on est dans la dégradation un peu brutale dans de très nombreux domaines. Je vais juste résumer par rapport à la fidélisation et l'attractivité, parce qu'on parle beaucoup de comment faire venir les médecins à l'hôpital, mais le vrai enjeu aussi en ce moment, c'est comment les garder.
il y a eu un rapport du Sénat sur l'hôpital et ils ont repris mot par mot ce que je leur avais dit sur l'attractivité. Alors, c'est pas exhaustif, mais je trouve malgré tout, alors évidemment, c'est le moi, donc je trouve ça plutôt pas mal, mais quand même, je trouve que ça résume un peu, je pense, beaucoup de choses du malaise des médecins, en tout cas, hein, parce qu'il y a évidemment d'autres professions. L'hôpital est un lieu d'exercice formidable. On y vient pour y travailler en équipe, faire de l'enseignement, de la recherche, de l'innovation et développer de nouvelles techniques. Mais quand le quotidien ne correspond plus à vos attentes, comment pouvez-vous espérer y attirer et garder un praticien hospitalier, sachant que sa rémunération est assez souvent de 2 à 3 fois supérieure en libéral, qui ne serait pour la plupart du temps pas soumis à une obligation de garde, qu'à l'hôpital on lui parle beaucoup de déficit, de réduction de moyens, de déprogrammation, qu'il a vu son service ou plutôt son équipe se déliter et qu'il n'a aucune ou très peu d'emprise sur les décisions et que son temps, sa charge de travail et tout simplement son travail et sa pénibilité sont mal reconnus, qu'il joue sans cesse à Tetris pour trouver des places et des solutions pour des situations sociales parfois insolubles, et que l'avenir qu'on lui propose actuellement est de plus en plus souvent de se transformer en médecin sac à dos pour aller combler les trous dans les autres hôpitaux publics. Et ça, je trouve que ça résume beaucoup de choses. Et par rapport à ce que tu as dit, oui, il y a les rémunérations, mais moi je pense, alors ça c'est évident, mais je pense qu'on parle d'autant plus de rémunération à l'hôpital public qu'on a l'impression de ne plus faire correctement notre métier. Voilà. Et c'est aussi pour ça que ça a pris le dessus. Alors, malgré tout, on n'en parle pas beaucoup, parce que ça ne concerne pas que les médecins, mais le gel du point d'indice a joué un rôle majeur. Parce que malgré tout, même si le libéral ne progresse pas tant que ça, il progresse tous les ans et les écarts se sont creusés. Et la permanence des soins, ça c'est clair que c'est un sujet majeur. Alors je mettrai juste un petit bémol par rapport au Ségur sur la permanence des soins, parce que nous étions autour de la table avec Zénab, et le problème du Ségur, c'est un problème d'enveloppe, de volume de l'enveloppe. Et on a eu des débats, parce que si on avait considéré qu'il fallait mettre tout dans la permanence des soins, je vais pousser jusqu'au bout, mais il n'est pas certain aujourd'hui que les praticiens qui font des gardes gagneraient plus. C'est ça le paradoxe, compte tenu de l'enveloppe. Je dis bien compte tenu de ce qui était mis sur la table. Parce que le choix qui a été fait, alors nous n'étions pas les acteurs les plus en avant, puisque c'était avant tout des histoires syndicales, bon, c'était un peu de... Alors il y a le vrai problème des milieux de carrière, c'était un peu d'augmenter quand même tout le monde. Parce que notamment les jeunes, et puis les anciens, parce que dans l'ancienne grille, on arrivait à 50 ans, et globalement, pendant 15 ans, nous n'avions aucune augmentation de salaire. Et on avait fait notre calcul à la conférence. Globalement, pour gagner plus d'argent avec le Ségur, si on mettait tout, on allait en gagner plus à partir de 5 gardes par mois. Donc c'est voilà. Après, c'est un vrai sujet. Mais c'est un vrai sujet, je pense, de pénibilité, de conditions d'exercice. Il y a un sujet lancinant, quand on parle de reconnaissance de la charge de travail. Bon, il y a le temps continu, mais il y a la 3e demi-journée. C'est quand même un problème. Vous faites 2 gardes par semaine, vous travaillez 48 heures et vous devez encore 2 demi-journées. Et ça, c'est un vrai sujet. Moi, je ne suis pas un fanat du temps continu, mais je veux dire, si rien ne change sur les 3 demi-journées, toutes les spécialités vont passer en temps continu. Et je trouve ça un peu dommage. Après, pour la permanence des soins, il faut partager la contrainte. Le problème, après, c'est d'une spécialité à l'autre. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je veux dire... il y a le problème de la permanence des soins de ville, mais en cardiologie, faut probablement que vous avanciez sur quelle est la place de la cardiologie de ville. Alors je pense qu'il y a un vrai sujet, au-delà de la permanence des soins, sur la prise en charge des soins non programmés. Si déjà tous les soins non programmés étaient pris en charge le jour, je pense qu'il y aurait déjà, en tout cas dans les hôpitaux, beaucoup moins de... Je ne dis pas qu'il n'y en aurait pas, mais beaucoup moins de problèmes la nuit. Donc cardiologie, ça, je ne sais pas si vous avez ouvert les débats, c'est... Est-ce que c'est les libéraux qui viennent à l'hôpital ? Enfin, parce que la plupart du temps, enfin, il y a dans les grosses métropoles, non, mais dans les CH, la plupart du temps, il n'y a que l'hôpital qui a le plateau technique. Évidemment, pas tous les hôpitaux. Donc, est-ce que c'est les libéraux qui viennent ? Qu'est-ce qu'ils font s'ils ne viennent pas ? Est-ce qu'un cardiologue... Parce que ce débat-là, on l'a sur toutes les spécialités. Est-ce qu'un cardiologue qui a 50 ans, qui n'a pas fait de garde depuis 20 ans, c'est raisonnable de le mettre dans une unité de soins intensifs, etc., etc. Et ça, je pense que ça, c'est des vraies propositions concrètes, à mon avis, à ouvrir. Mais c'est un vrai sujet. Parce que s'il n'y a pas un allègement de la charge de travail pour la permanence des soins, je pense que même si on les augmente, ça sera reculé pour mieux sauter. Parce que je pense que... Enfin, je ne peux pas parler obligatoirement spécifiquement pour la cardiologie, mais je pense dans de très nombreuses spécialités, il y a la charge de travail et le rythme des gardes. Oui. Les jeunes générations ne veulent pas faire un nombre important de gardes. Et
dans de nombreuses spécialités aussi, et notamment les plus caricaturaux, c'est les urgences et la pédiatrie, qui est vraiment là en difficulté majeure, c'est que les gardes hospitalières ne sont pas faites, enfin les permanences de soins hospitalières ne sont pas faites obligatoirement pour faire du soin hospitalier. Et oui, et ça en pédiatrie, c'est majeur. Donc ça, je pense que c'est un sujet majeur sur la permanence des soins. Les rémunérations, oui, il faut les augmenter. Après, moi, je ne suis pas un spécialiste, on avait demandé, d'ailleurs, le Parlement avait voté un rapport pour évaluer les différences de rémunération entre le privé et le public. Ils ont botté en touche et ils ne l'ont pas sorti. Ils ne l'ont pas sorti. D'ailleurs, ils n'ont même pas fait l'enquête, hein, je crois. Ils ont même pas... Enfin, il n'est pas sorti parce qu'il n'est pas écrit. Parce que c'est un sujet... Ah, pourtant, c'est dans la loi. Hein, c'est dans la loi RIST. Et ils avaient 6 mois, comme l'intérim. Bon, voilà, on verra bien. Peut-être qu'on parlera de l'intérim. On demandera dans le cadre du Sénat. Et voilà. Après, les rémunérations, il faut mettre tout sur la table. Je veux dire, je vais être un peu provocateur, entre guillemets. C'est comme la permanence des soins par rapport au Ségur. Il ne faut pas oublier qu'à l'hôpital, il y a plein de gens qui font des astreintes de week-end. Cela, c'est pas bien reconnu. Oui, le temps additionnel, voilà. Le temps additionnel, on est quand même l'une des rares professions où les heures supplémentaires sont moins bien payées que les heures normales pour les 2/3 des praticiens. Il faut quand même pas oublier que la permanence des soins est inclue dans le temps de travail. Donc, quand on parle de rémunération, on ne peut pas compter, on ne peut pas malgré tout dire qu'on travaille 250 € pour 14 heures. Tu vois, c'est 250 € de plus. Voilà, c'est pas assez. Voilà, mais quand on se compare et quand on va comparer les rémunérations du public et du privé, je pense qu'il faudra voir aussi le net parce que les charges sont pas les mêmes. Bon, ça c'est un peu voilà. Autre sujet où je voulais réagir, parce qu'on peut parler très longtemps de plein de sujets, la gradation des soins. Ça, c'est un sujet majeur. Et je pense que l'hôpital, il n'a pas encore pris sa part sur ce sujet, pour plein de raisons. C'est difficile. Même si tout le monde en est conscient, c'est remettre en cause éventuellement... moi, à titre personnel, pas obligatoirement les spécialités dans de nombreux hôpitaux, mais la façon dont on exerce la spécialité. Est-ce qu'il faut obligatoirement des services hospitaliers dans tous les hôpitaux ? Il faut, ça c'est sûr. Dans mon GHT, on a cette réflexion. Moi, je suis donc à La Rochelle et à côté, on a Rochefort. Alors, Rochefort, c'est pas un petit hôpital. C'est quand même 40 000 entrées aux urgences, etc. Ils n'ont pas de soins intensifs de cardio, mais on voit bien, 3 cardiologues, ça tient pas. Ça tient pas la permanence des soins. Il faut de la cardiologie à Rochefort. Il faut des cardiologues. Il faut un plateau technique. Est-ce qu'il faut un service obligatoirement identifié, La Rochelle étant à 30 km ? J'en suis pas obligatoirement persuadé, parce que si on laisse 3 cardiologues isolés sur Rochefort, je pense qu'on n'arrivera plus à en recruter. Donc ça, c'est une vraie réflexion. Et quand on parle de gradation des soins, faut bien redéfinir c'est quoi la gradation, le niveau de chaque établissement, rentrer un peu dans le concret, même si c'est en France, puis comme partout, compliqué, parce qu'il n'y a pas 2 territoires identiques. Donc voilà, mais je pense qu'il faut aller vers là, il faut aller vers les équipes de territoire, ça c'est clair. Les jeunes, ils ne veulent plus travailler dans de petites équipes. Moi, je pense que les équipes à 3 sont condamnées. Tant qu'il y aura des anciens, ça tiendra le coup. Quand il y aura des jeunes, ça ne tiendra pas le coup. Enfin, en tout cas, si vous faites une permanence des soins. Et puis l'avantage des équipes de territoire. Alors, vous allégez la charge en permanence des soins, puis vous développez plus facilement les surspécialités, notamment en binôme, obligatoirement. Parce que dans les gros centres, ça c'est facile. Moi, à La Rochelle, j'ai 14 ou 15 cardiologues. Je veux dire, c'est pas un sujet. Mais quand vous en avez 6 ou 7... des fois, vous en avez un qui est spécialisé dans un domaine, et puis quand il n'est pas là, il n'y a plus personne. Un autre sujet, et vous en parlez, ce que je vois, moi, ce qui me fait plaisir, c'est que finalement, tout le monde est un peu d'accord sur les solutions. Maintenant, qui va avoir le courage de les mettre en œuvre ? C'est le temps médical. Il faut recentrer le temps médical sur sa plus-value, sur son expertise. Et clairement, alors là, moi, je peux en parler en connaissance de cause, parce qu'en diabétologie, il y a longtemps qu'on a délégué plein de choses aux infirmières. Il y a longtemps qu'on a mis en place des consultations infirmières. Elles n'ont pas le titre, mais moi j'estime que des IPA dans mon service, on en a depuis au moins 10 ans. Et ça, c'est un vrai sujet, la façon dont on fait le temps médical. C'est quoi le temps médical, de quoi il doit être fait, comment on travaille avec les équipes. Alors moi, c'est probablement un autre sujet, je reste pour l'instant, peut-être que je suis déjà vieux, assez frileux sur les accès directs. En tout cas, peut-être dans certaines expériences, mais par contre, qu'il y ait des choses qu'on ne fasse plus, enfin sous couvert, dans des protocoles de coopération et tout ça, ça je pense que c'est capital, et on n'a pas le choix. De toute façon, on n'est pas assez de médecins. Et évidemment qu'il vous faut plus de cardiologues, mais le problème, c'est que moi, si je mets ma casquette de président de CME,
il y a autant de demandes que de spécialités. Voilà. Bon. Donc là, il y a une vraie réflexion. C'est quoi le temps médical? À quoi il doit être fait? J'ai entendu dire, parce que chez moi ça ne se fait pas encore, qu'il y a déjà des infirmières qui font des échographies cardiaques de débrouillage. Je ne sais pas si c'est très expérimental ou une pratique qui devient régulière. Ça fait, voilà. Bon, ben, oui, moi, je ne suis pas cardiologue. Voilà, mais chez moi, ils n'ont pas passé le cap. Voilà, ça fait, voilà, mais est-ce que c'est une pratique fréquente? Enfin, ça fait partie de tout un tas de choses où je pense qu'il faut qu'on accélère. Et les IPA en France, on en a fait une usine à gaz. Alors, nos directions sont un peu frileuses dans les hôpitaux. Hein. Il y a des directions, je vois par exemple à Saint-Brieuc, ils y vont à fond. Chez moi, ils freinent des cas de fer pour les IPA. Moi, je pense que c'est une erreur. La collaboration avec la ville, c'est évident. Donc évidemment avec les cardiologues de ville, mais je suis pas sûr que ça marche mal, ça, la coopération avec les... Alors peut-être pas dans des grosses métropoles où il y a des cliniques où il y a peut-être de la concurrence, mais j'ai l'impression que ça marche plutôt bien. Sur nos hôpitaux, ça marche bien avec la cardiologie libérale. Il y a un enjeu globalement avec la médecine de ville, et nous on croit beaucoup au CPTS. Alors c'est peut-être pas l'alpha et l'oméga, mais quand on est à l'hôpital, l'une des grandes difficultés, c'est qu'on a autant d'interlocuteurs que de médecins. Et les CPTS sont censés quand même un peu organiser les soins collectivement, même si on constate que sur le terrain, assez peu de médecins adhèrent au CPTS pour l'instant. Les soignants, oui, mais pas beaucoup les médecins. Je pense de toute façon, on voit bien dans cette crise, elle a été accélérée par le Covid, mais de toute façon, elle était annoncée. On était tous à annoncer ce qu'elle est arrivée. Elle est internationale. Les hôpitaux dans beaucoup de pays souffrent de carences de soignants et de médecins. Alors on peut se réfugier derrière les politiques. C'est pas de notre faute, le numerus clausus, le machin, le truc. Ben justement, entre guillemets, ils ont fait que des conneries. Et ben je pense que c'est le moment où il faut qu'on se mette tous autour de la table, tous les professionnels, publics, libéraux, les soignants, qu'on essaye de trouver des solutions pour au moins les éclairer. Si aujourd'hui on n'est pas capable de faire ça, je pense qu'on va en prendre plein la tête. Ça solutionnera peut-être pas tout. De toute façon, on ne pourra pas tout solutionner. Mais au moins qu'on leur propose des choses. Mais ça veut dire derrière qu'en effet, il faut mettre tout sur la table, le financement. Moi, je crois qu'on ne peut plus actuellement se faire une concurrence farouche public-privé. Mais ça veut dire aussi comment on nous incite à travailler ensemble et pas être en concurrence de rémunération, parce que c'est valable aussi pour les établissements de santé. Il y a tout un tas de choses à mettre sur la table. Je pense que je dis un peu ça tous les ans, mais c'est un vrai sujet. Et je pense que c'est le moment, nous, qu'on prenne les choses en main. Alors, de manière globale et évidemment spécialité par spécialité, on en parlera. Mais moi, ce que je vis actuellement sur le CNR, c'est que je suis très pessimiste sur ce qui va en sortir. Voilà. Okay, bon, pour une première prise de parole, après, je peux encore... c'est déjà pas mal. La parole est à Francis Félinger. Donc, beaucoup de choses ont été dites, mais je vais quand même revenir sur certains points et puis je vais essayer de me faire un peu l'avocat du diable ou la défense, pas du diable, des autorités sanitaires, même si je ne les représente pas, je le précise tout de suite. Non, pas du tout, non, tu as même été très soft. Mais je voudrais quand même revenir sur certains points parce que c'est... D'abord pour dire que j'ai trouvé le document auquel j'ai participé, mais pas entièrement, le document absolument remarquable parce qu'il va au-delà de ce qu'on trouve. Alors, c'est pas un livre blanc, hein, si j'ai bien compris. C'est des propositions d'avenir. On a le droit de l'appeler le livre blanc. Mais c'est des... voilà. Mais en tout cas, j'ai trouvé qu'il y avait énormément... Alors, les éléments comme il y avait eu il y a 10 ans, mais on va bien au-delà en définissant des parcours de prise en charge, des organisations de soins, et je pense que c'est... je crois que c'est assez exemplaire parce que je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de documents de spécialité qui atteint ce niveau de réflexion. Et je pense que ça va tout à fait dans le sens de ce que vient de dire Thierry et que je partage moi depuis toujours. Aide-toi et le ciel t'aidera. Si on veut faire avancer les choses, au fond, prenons-nous en main d'abord. Et si on attend que l'administration avec un grand A ou avec un petit A, la direction d'administration centrale, le ministère ou les ministères ou tout ce qu'on veut le fasse à notre place, on n'aura que nos yeux pour pleurer, j'en suis intimement persuadé. Après, concrètement, c'est pas toujours aussi simple. Hein, mais ça n'a d'ailleurs jamais été, même si c'est peut-être plus difficile actuellement. Revenir à
à des éléments de base, moi, ça me paraît... j'ai toujours défendu cette position, même avec la T2A. Si on n'a pas des soins pertinents, une organisation pertinente, quel que soit le mode de financement, ça n'ira jamais. Donc, il faut réfléchir à qu'est-ce qu'on veut faire. Alors, tu as cité plein de choses qu'on faisait dans nos hôpitaux. Je crois que c'est toi, Simon, en entrée. Une chose que tu n'as pas citée, c'est prendre des malades en soins. Ça m'a un peu frappé. Tu as parlé de l'enseignement, de tout ce qu'on veut. Mais notre première mission, c'est quand même de soigner les gens et donc d'organiser cette prise en charge et de l'organiser à qualité pérenne, stable, minimale. Donc, travailler sur la pertinence, moi, c'est quelque chose que la FHF a longtemps défendu et qu'elle défend toujours, mais qui me semble quelque chose d'absolument essentiel. Et d'ailleurs, je pense que quand on voit la non-qualité, j'étais récemment à une réunion sur les événements indésirables graves, on est quand même parfois assez étonné du peu de prise là-dessus et du coût que ça génère. C'est un coût énorme, en milliards d'euros, à un moment où on cherche des centimes partout. Donc ça, je crois qu'il y a une vraie réflexion qu'on a à avoir, nous médecins, ou nous communautés hospitalières, sur ce point et qu'on essaie d'avancer. Le deuxième, c'est évidemment la permanence des soins. Là, je partage ce qui a été dit, puisque nous, on est la cardiologie, et notamment la cardiologie du CNCH, si je puis dire. On voit bien qu'on prend 70% des urgences cardiologiques, ça veut dire qu'on est en plein le nez dans la permanence des soins. On est une des disciplines à très forte contrainte de permanence des soins. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement de l'astreinte, c'est vraiment des nuits blanches, du travail. Donc je pense que là, il y a une vraie difficulté. Et ce n'est pas seulement un problème de rémunération. Et ça rejoint tout à fait la gradation des soins, c'est-à-dire l'organisation des soins sur un territoire avec des masses critiques suffisantes, que ce soit des masses purement publiques, que ce soit des masses critiques publiques-privées, à condition effectivement que ce soit des gens capables qui ne soient pas des plaies pour le service et qu'on soit obligé de faire le boulot le lendemain pour reprendre ce qui n'a pas marché. Donc la permanence des soins, c'est un problème à la fois de rémunération, mais aussi de masse critique d'équipe. Et en cardiologie, on a une autre spécificité et sur laquelle je pense qu'il n'y a pas de retour en arrière, même si tout le monde rêve du cardiologue polyvalent qui sait tout faire, c'est la surspécialisation. Et on voit bien que du fait du corpus de connaissances nécessaires, si on veut avancer, on ne peut plus être bon et parfait partout. On peut être un bon cardiologue généraliste, mais on ne peut pas être en même temps coronagraphiste, en même temps rythmologue, en même temps spécialiste des soins d'échographie. Moi, on le voit, on l'a vécu à Agno, un certain nombre de jeunes cardiologues super coronographistes, ils font plus d'écho, ils sont plus... ils ont pas donc ça veut dire pas... c'est compliqué de leur faire des gardes en soins. Donc, même si on part... Et tout ça, c'est des choses qu'il faut prendre en compte et qui nécessite vraiment une réflexion de masse critique, donc d'organisation au niveau du territoire. Je suis comme toi, je ne crois plus aux équipes à 2 ou à 3 qui existaient il y a 40 ans ou 30 ans, mais qui ne sont plus viables, tout bêtement. Parce que d'abord, les gens n'acceptent plus de faire ça. C'est la proposition 10, oui. C'est améliorer la créativité au sein des équipes oui. de taille suffisante, ouais. Voilà, pour améliorer limiter l'impact sur la vie professionnelle. Et moi, je pense que c'est aussi la proposition c'est presque plus important que la rémunération. Voilà, c'est presque plus important que la rémunération, même si je ne mets pas de côté la rémunération. Mais je pense que c'est vraiment un élément absolument majeur. Sauf que ça ne veut pas dire passer les équipes qui sont 3 à 7, vous n'y arriverez pas. C'est regrouper l'équipe de 3 avec une autre. Voilà. Oui, simplement, après, c'est un problème de masse critique et d'organisation, de gradation sur le territoire. Par rapport à ce que certains... Il y a pas besoin d'avoir 3 cardiologues à Rochefort. Je connais bien le coin, c'est pas nécessaire.
Moi, je voudrais juste dire un petit mot, puis je vais laisser après. C'est qu'effectivement, il ne faut pas que ce livre blanc soit une empreinte de pessimiste de l'hôpital. Et quand je vous écoute, que j'écoute Thierry, je trouve qu'il y a des notes un peu négatives, que tout fout le camp, etc. Moi, je n'ai pas ce sentiment-là au niveau de la cardiologie, au niveau national. Il y a des services de cardiologie très forts qui se développent de plus en plus dans nos hôpitaux non universitaires, avec des équipes nombreuses, effectivement, souvent. C'est 15 cardiologues, voire 20 cardiologues, ça existe. Des gros centres. Et effectivement, quand on fait effectivement des équipes nombreuses autour d'un GHT qui est viable, et après il y a des super GHT qui posent des problèmes, notamment quand il y a un gros CH et un CHU. Le CHU a une tendance naturelle à être un peu hégémonique et ça complique un peu les choses. Mais c'est vrai qu'il y a des GHT, sur les 134 GHT, il y en a qui fonctionnent, notamment quand il y a un gros CH et des plus petits. Je pense que La Rochelle et La Rochefort, ça devrait fonctionner. Et qu'effectivement, on a intérêt à graduer les soins, à organiser avec des équipes médicales qui s'entendent bien, qui soient suffisamment nombreuses, à organiser effectivement des consultations avancées et développer des équipes mobiles avec en plus tous les éléments sur la télémédecine, maintenant la télésurveillance, qui vont appuyer tout ça. Avec ce virage numérique qu'on vit, plus le virage ambulatoire, le patient de Rochefort qui mérite un pacemaker ou une coronarographie, il va venir le matin à La Rochelle, il va retourner le soir à Rochefort et ça va fonctionner. Et donc c'est important d'avoir des équipes nombreuses. Je vais finir un petit point. Au péage de Rochefort. Je veux bien. Et je connais bien Ludovic Meunier. Et donc du coup, quand on écoute les jeunes, parce qu'effectivement il y a un point qui est important pour nous, c'est la démographie médicale et l'attractivité hospitalière. Moi je trouve que depuis quelques années, c'est plus difficile de recruter un ancien chef de clinique dans nos hôpitaux que c'était il y a 10 ans. Il y avait une sorte avant de filière. Celui qui ne voulait pas rester au CHU ou qui ne pouvait pas devenir PU venait dans nos hôpitaux pour développer des choses. Et c'est vrai que c'est plus compliqué actuellement parce que quand on interroge le jeune, et on a fait une enquête que vous avez dans ce livre blanc auprès de 150 jeunes cardiologues en formation, la première chose qu'ils nous disent, c'est pas l'argent. Moi, c'est pas l'argent. Là, j'ai entendu beaucoup de choses sur l'argent. C'est pas l'argent, c'est maintenant ce qu'ils appellent. C'est page 112. C'est ce qu'ils appellent le QVT maintenant. Alors, le QVT, vous savez ce que c'est? C'est la qualité de vie au travail. Le QVT. Donc, effectivement, il faut qu'il y ait des soleils ou de la montagne à côté. Et il faut effectivement une ambiance de vie personnelle agréable. Donc, ça peut poser des problèmes dans des gros CH de régions, on va dire, un peu moins attractives, c'est vrai. Et après, ils vont regarder la qualité du plateau technique, les équipes nombreuses, minimum 12 cardiologues, parce que globalement, ce qui est acceptable pour eux, c'est 2 gardes par mois. À 3, ça commence déjà à être compliqué, et surtout parce qu'ils vont nous dire, bah là, c'est 2, mais en fait, pendant le juillet et août, ça va être 3 ou 4, et là, je peux pas. Là. Donc, et là, ils s'en vont. Moi, j'ai beaucoup d'assistants qui faisaient que de l'imagerie, donc je ne pouvais pas les garder parce qu'ils ne faisaient pas de choro ou pas de rythmologie interventionnelle. Et l'imagerie, par définition, on n'arrive pas à les garder. Parce que dire, bah, écoute, je préfère ne plus avoir de garde, donc si je reste, je vais être obligé de faire des gardes. Et on les perd à cause de la contrainte de garde et de la permanence de soins. Donc ça, c'est vrai que c'est un vrai problème, je ne sais pas comment on peut le régler. On a évoqué des consultations non programmées dans le cadre du livre blanc aussi du collège du CNP, avec des consultations non programmées. Marc Villassec, qui est le président du syndicat des cardiologues libéraux, a poussé le bouchon plus loin, avec peut-être l'obligation des gardes pour les libéraux, mais je ne suis pas persuadé personnellement que ce soit une bonne chose, parce que dès qu'on oblige les gens, pour les jeunes, ils se sentent tout de suite pénalisés. Mais il y a une vraie réflexion à avoir pour développer des consultations non programmées et comprendre ce partage, cette permanence de soins qui, dans notre spécialité, là je parle de la cardiologie, est majeur. C'est quand même le problème de la cardiologie. 70% des urgences assurées par le CNCH, 90% des urgences assurées par l'hôpital public. Le CHU prend 20% des urgences. Le privé n'assure que 10% de la permanence des soins. C'est les grosses cliniques privées qu'on connaît, qui fonctionnent bien, mais c'est que 10% des malades. Et on n'est que 20% de l'effectif de cardiologues. Sur 6500 cardiologues, il n'y a que 912 PH en cardiologie. Donc ces 900 PH assurent 70% des urgences. Donc c'est vrai qu'il y a un petit problème là-dessus. Voilà, je m'arrête là. Oui. Non, vas-y. Peut-être juste parce que je voulais réagir sur 2 points. D'abord, sur l'aspect négatif. Alors, puisqu'on a évoqué ce qu'il faut changer, donc inévitablement, on a abordé les points qui ne vont pas, n'est-ce pas? En revanche, l'hôpital public reste formidablement un outil très, très, très puissant. Il y a une fierté. On a fait 2 fois une enquête auprès des professionnels de santé. Et la dernière, c'est le comité d'éthique de la FHF qui l'a faite.
On est à 87% des professionnels qui exercent à l'hôpital sont fiers d'y exercer et trouvent du sens à leur exercice. Et pour toutes les raisons que vous avez évoquées, moi je les partage totalement. Pour autant, c'est vrai qu'il y a un constat aujourd'hui et qu'il faut répondre à ce constat à la fois pour donner envie de venir exercer dans les métiers de la santé. C'est pour ça que moi je ne cible pas qu'uniquement l'hôpital, donner envie d'exercer dans les métiers de la santé et puis transformer le mode d'exercice, qu'il soit en ville ou à l'hôpital, parce qu'il ne répond pas en tout point aux aspirations. Mais également, il faut aussi être lucide et la population se saisit. Nous, quand on rencontre aussi, on fait des enquêtes auprès de la population et en plus les parlementaires, et toi tu as fait aussi des auditions avec les parlementaires, ça revient systématiquement, c'est-à-dire que la population ne peut plus accepter qu'elle n'ait pas accès aux soins comme elle pourrait être en droit de l'avoir. Et je pense particulièrement à ceux qui n'ont pas la chance d'être dans une zone attractive qui réunit tout ce qu'il faut, qui sont éloignés, et ça, c'est plus entendable. Et qui participent au financement du système de santé. Et oui, et souvenez-vous, les gilets jaunes, quand même, quelque part, nous, on en avait beaucoup discuté, il manquait la question de la santé. On a été rattrapé par le sujet de la santé. Donc, ça nous interroge. De la même façon, on ne peut pas ne pas s'interroger. Avec la crise, nous avons eu 3,5 millions de séjours en moins 2020-2021 par rapport à 2019. On pourrait se dire, c'est tant mieux, ça veut dire qu'il n'y a pas eu beaucoup de malades. Non, qu'on a été pertinent. Ce n'est pas le cas. Ça veut dire que derrière, il y a des gros enjeux de santé publique. Et quand on regarde le choix des disciplines priorisées par les médecins, les étudiants, moi, je ne peux pas me satisfaire de voir qu'en numéro 1 arrive la chirurgie réparatrice, c'est très important, et plastique, alors que quand même, on a des gros enjeux. On n'a pas assez de pédiatres, on n'a pas assez de diabétologues, on n'a pas assez de gynéco, la santé des femmes, qu'est-ce qu'on en fait? La cardio est quatrième. Ça sauve l'honneur. Voilà, mais la cardiologie interventionnelle, il y a des postes vacants qui ne sont pas pris. Mais vous voyez, et la psychiatrie, la dernière. Non, mais ce que je veux dire, c'est que derrière cela, à un moment ou à un autre, les professionnels qui ne souhaitent pas bouger vont se prendre de plein de fouet cette réaction. Et donc, c'est vrai. Et en plus, indépendamment de ça, on nourrit quand même quelque part une certaine vision assez populiste de ce que pourrait être notre démocratie. Parce que ces mécontentements... Enfin, moi, je pars du principe que la santé, au sens... à la définition de l'OMS, état de bien-être global, etc., ça conditionne la place de quelqu'un dans la société. Et quelque part, c'est le ciment aussi de notre démocratie. Et à partir du moment où on ne permet pas aux gens d'être en santé, alors même qu'ils ont le droit, et c'est d'ailleurs un droit constitutionnel, c'est un danger pour notre démocratie. Alors, si on va sur le débat... sur la santé, ce que représente l'offre de soins, effectivement. Quand on discute aussi avec les syndicats libéraux maintenant en aparté autour d'une tasse de café, eux, ils sont un peu inquiets de la financiarisation de la santé. Il y a certains secteurs, et en aparté, ils disent, est-ce qu'on ne peut pas retrouver le chemin d'une alliance avec l'hôpital public? Ça, ils le disent en aparté, les gens de Avenir Sp et de la CMS. Quand on voit effectivement maintenant sur... ce qui se passe au niveau de la biologie médicale, ce qui se passe au niveau de la radiologie, ce qui se passe au niveau de la patte, et qu'effectivement, c'est des fonds d'investissement. Avant, la médecine libérale était gérée par les médecins libéraux. Et maintenant, les cliniques privées, c'était des médecins libéraux qui avaient monté leur clinique et c'était leur outil de travail. Et les centres de santé sont en train d'évoluer pareil. Voilà, et maintenant, effectivement, on a à voir fleurir dans les rues de Paris les centres d'ophtalmo, les centres de radiologie ou les centres de santé qui sont pris en main par AMC ou par des financiers. Et nous, hôpital public, comment on peut renouer, j'allais dire, avec, pour l'instant, l'hôpital public, il n'a pas le droit de sortir du périmètre de l'hôpital. Et une des propositions... Une des propositions, c'est qui s'interdit souvent de sortir. C'est un peu ce que d'exercer en dehors, voilà. Mais une des propositions, c'était qu'éventuellement, c'est là où il faut avoir une réflexion territoriale. Dans la gradation des soins, pour moi, il y a aussi la réorganisation des modalités de prise en charge, c'est-à-dire effectivement pouvoir sortir, d'abord utiliser des modalités de l'ambulatoire, bien sûr, on en fait, mais peut-être pas assez. Dans un certain nombre de cas, on pourrait en faire plus. On pourrait faire un peu de... Enfin, la télésanté va aussi permettre, je
discutais ce midi avec un industriel avec qui tout le monde ici travaille, qui me disait qu'il commençait à faire des travaux sur la surveillance, par exemple, en oncocardiologie à domicile. Il y a tout ce côté-là. Et puis, il y a les modalités d'HAD, par exemple. On a très, très peu investi en cardiologie, mais où il y a certainement des modalités qui nous permettent d'investir aussi un peu le territoire en structurant et en organisant et en coopération avec les libéraux. Donc, je pense qu'il y a toute cette partie-là qui est encore devant nous. Mais je partage tout à fait ce qu'a dit Franck. Moi, je reste un éternel optimiste, parce que je pense qu'on a énormément de ressources. Et la financiarisation, pour nous, c'est un élément d'attractivité à terme qui est énorme. Quand on discute, c'est important. Oui, je pense qu'il faut qu'on utilise ça. Moi, je suis secrétaire du CNP de cardiologie. Quand on discute avec c'est 50%, on est avec Franck aussi au CNP de cardiologie. En aparté, les gens de la CSMF et d'Avenir Spé sont assez inquiets de la financiarisation de toute la... Mais ils ont des raisons de l'être. Tout à fait. Voilà. Et qu'ils se disent, est-ce qu'on peut, nous, créer des GCS avec l'hôpital public? Voilà, alors, peut-être qu'il y a peut-être déjà une prise de conscience, puisque dans le PLFSS 2023, pour la première fois, on cible des économies qu'avait relevé d'ailleurs la Cour des comptes et l'UCAS, quand elles ont pointé, sur des actes qui sont anormalement rémunérateurs, et notamment la radiothérapie et la dialyse. Et donc, c'est quand même la première fois qu'on cible. De la même façon, on a demandé aux biologistes et aux labos de faire des économies. Après les gains, quand même, je pense que c'était normal, ils ont joué un rôle pendant la crise. Je pense que tout le monde peut comprendre qu'on est tous responsables et que si on veut maintenir un système, tout le monde participe à l'effort. Et là, nous avons d'ailleurs alerté, nous, les pouvoirs publics aussi, sur cette prolifération de centres dentaires, de centres ophtalmo qui se montent un peu partout, où d'ailleurs on est rémunéré à l'acte. Et du coup, on voit aussi, je ne sais pas si vous en avez pu le constater, mais on constate déjà des personnes qui avaient rendez-vous avec un ophtalmo dans ce centre, et puis qu'en fait, se rendent compte que d'une part, il n'y a pas eu le service rendu, la prestation, la prise en charge, et qui cherchent à avoir quelqu'un d'autre. Et c'est assez fréquent, des exemples autour de nous. Moi, je connais quelqu'un qui avait un certain niveau de sa vision. Dans ce centre, alors là, elle avait retrouvé une supervision comme 20 ans auparavant. Donc, il y avait un truc qui n'allait pas quand même. Et donc, voilà. Donc, l'expertise n'y est pas. La connaissance n'y est pas forcément. Et donc, effectivement, il faut, et c'est ce qu'on appelle la pertinence, on est persuadé qu'on pourrait mieux financer notre système de santé si d'abord on faisait de la prévention effective, c'est-à-dire que si on empêche certaines personnes d'être malades, il y a des pathologies, c'est pas des fatalités. Le diabète de type 2, c'est pas forcément une fatalité. L'obésité, parfois il y a des facteurs génétiques, mais c'est pas non plus une fatalité. Et on sait, et l'hypertension artérielle aussi, c'est pas vous que je vais apprendre tout ça. Donc il y a deux choses à faire pour prévenir. Dans les années 70 et 60, on a monté les dispensaires. Rappelez-vous, il fallait éradiquer certaines maladies infectieuses, il fallait expliquer aux mamans comment, quand un bébé naissait, comment il fallait le suivre. On a vu des carnets de santé où était indiqué comment faire la purée de carottes à mettre dans le biberon en cas de diarrhée, etc. Eh bien, je crois qu'il faut aussi refaire. Il faut à la fois avoir des médecins, la médecine scolaire, il faut avoir des paramédicaux qui puissent accompagner, parce que là, dans les centres, et donc on peut faire des choses. Et si on fait de la prévention effective, déjà on aura moins de dépenses aussi, au-delà du bien-être des personnes, des dépenses qui n'avaient pas lieu d'être. Et puis si on fait la chasse au gaspillage, la chasse aux actes redondants, et bien là c'est pareil. Alors on a aussi au niveau de l'hôpital public, parce qu'avec nos systèmes d'information, il faudrait qu'ils soient un peu plus efficaces pour d'abord, être des outils beaucoup plus conviviaux pour les utilisateurs, parce que je crois autant d'activités, autant d'applicatifs. Et après, ça fait qu'on a un système d'information qui rame. Et puis par ailleurs, quand il faut, pour le DMP, il faut faire autant de saisies. Moi je sais qu'on me dit des fois, il faut saisir 4 fois la même chose. C'est impossible. Donc on a ces efforts. Encore faut-il qu'il y ait une volonté
et puis une volonté au niveau de nos éditeurs, au niveau des industriels, parce que parfois nous sommes quand même pris en otage par rapport à tout cela. On n'a pas le choix. Et donc je pense qu'il y a des... Et puis par ailleurs, les actes hyper rémunérateurs, revoir la grille des nomenclatures, c'est-à-dire qu'il y a des actes qui étaient bien rémunérés parce que compliqués il y a quelques années, ils ne le sont plus aujourd'hui. En revanche, il y a des actes comme l'acte intellectuel, le temps qui est passé, qui ne sont pas assez revalorisés. Et ça, rien qu'en toilettant un petit peu cette nomenclature, on pourrait déjà faire. Et puis après, ça le sera quand ça fonctionnera par intelligence artificielle, parce que ça sera des logiciels extrêmement chers, donc on finira par le financer. Non, mais il y a un sujet quand même, et je suis contente, Francis, que tu l'aies dit, c'est que quand on parle pertinence, on nous dit oh, mais c'est trop compliqué, on n'y arrive pas, c'est pas possible. Alors moi, je pense que sur la qualité, la certification, on a fait beaucoup. On pourrait peut-être se pencher aussi sur ce sujet-là et puis accompagner les sociétés savantes, ceux qui peuvent y réfléchir. Et puis après, il faut se poser la question est-ce qu'on peut maintenir des structures qui fonctionnent à 99% à la T2A? Parce que ça sera plus rémunérateur. Je vous rassure, ce n'est pas le cas des hôpitaux. Hein. Ouais. Mais les cliniques commerciales, elles fonctionnent comme cela. Bien sûr. Donc le président de la République avait dit on réduit de 50%, je veux ramener la T2A à 50%. Bon, à l'hôpital, elle est à 57%. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Mais on ne l'a pas fait pour autant, pour les cliniques. Et pourtant, le secteur commercial a d'autres sources de financement que nous n'avons pas. Nous n'avons pas. Et pourtant, ils ont émargé aussi au Ségur. Alors moi, je veux bien, mais à un moment, il faut aussi se poser la question, est-ce qu'on n'a pas un système de trop quand on regarde nos voisins? Puis à partir du moment où on aide, je ne sais pas, moi si on verse des crédits... Bon, c'est vrai que... Voilà. Non, mais ça aussi, on a... Bon, après, c'est effectivement sur la gouvernance et sur le CNR, on a un système de santé qui est bicéphale, avec le public qui dépend du ministère et l'assurance, les libéraux qui dépendent de l'assurance maladie. On a deux ONDAM, un ONDAM pour l'hôpital, un ONDAM pour la ville. Bicéphale dans son financement, bicéphale dans sa gouvernance. Voilà. Est-ce qu'il y avait un moment un rapport de la Cour des comptes en disant qu'il faut unifier les systèmes et mettre sur un seul système Puis peut-être aussi simplifier. On a porté la simplification de notre système de santé, ne serait-ce qu'à l'échelle nationale. Mais enfin là, c'est... On va essayer de... Peut-être on est sur un débat entre nous aussi. Est-ce qu'on va peut-être... Allez, quelques questions de la salle, ou alors si je... parce que là, on a fait un petit peu un débat entre nous. Il faut aussi peut-être... Allez, Jacques Gauthier, cardiologue libéral à l'hôpital de Cannes. Non, pas l'hôpital. Qui travaille très bien donc à Cannes, cardiologue libéral qui travaille à Cannes, en très bonne collaboration avec l'équipe de cardiologie de l'hôpital public de l'hôpital de Cannes. Voilà. J'ai la chance d'être dans une région attractive, dans un hôpital performant, et pourtant, il y a aussi des problèmes. Depuis peu, maintenant je fais de la santé, je me présente plusieurs fois, et on voit bien qu'actuellement, les usagers viennent se plaindre en mairie des problèmes. C'est-à-dire que le débat se déplace. Donc je vais dire déjà ça, c'est une première chose. Et qu'est-ce qui se passe en mairie? On reçoit des gens qui viennent nous proposer clé en main des maisons de santé qui remplissent en disant mais je donne des salaires à des médecins marocains ou roumains qui sont formés. Ils nous l'ont dit carrément. Je veux dire, donc ça c'est généralité. Une deuxième chose que je voulais, parce que votre analyse est tellement pertinente qu'il n'y a pas grand-chose à rajouter, on est vraiment en plein, on est en plein dans le vrai, même si on ne dégage pas un avenir extraordinaire. Mais notamment pour la médecine de ville, parce que j'étais à l'hôpital puis ensuite en médecine de ville, c'est un peu une utopie d'imaginer que les médecins, que les cardiologues de ville viendraient à l'hôpital. Et pourtant, que ce soit clair. Avant, quand j'ai commencé il y a 40 ans, quand j'étais au CLP avec Simon et tout, il y avait encore une rivalité publique-privée. Ça n'existe plus. Actuellement, il y a une coordination entre les deux, par le fait même qu'il n'y a plus assez de médecins et qu'il y a trop de patients. Par conséquent, cette coordination, elle se fait très très bien. Mais les cardiologues qui sont en ville, ils n'ont pas les moyens de se dégager de leur PME, parce que c'est une PME qui coûte très cher, pour venir gérer des problèmes hospitaliers et boucher des trous. Alors que quand ils sont jeunes, ils peuvent aspirer, parce que quand les jeunes cardiologues s'installent, ils demandent des vacations à l'hôpital, que ce soit dans des problèmes techniques comme poursuivre la chorégraphie qu'ils ont fait, comme en rythmologie, mais ensuite ils ne peuvent plus. Quant à le problème qui a été évoqué de refaire venir les cardiologues libéraux en ville, alors là je suis de l'avis de Thierry à 100%,
ils ne sont plus, le premier, on n'est plus compétent pour prendre des gardes quand on a fait 30 ans de travail en ville. Donc il faut bien resituer les problèmes pour dégager des solutions qui soient quand même un peu dans la réalité. Ce n'est pas un constat amer, je veux dire, au contraire, je trouve que les cardiologues n'ont jamais été aussi resserrés entre eux. Et les difficultés, on les avait évoquées depuis très longtemps quand on était au CNP avec Simon. À ce moment-là, on n'avait pas l'appui du syndicat pour expliquer que la démographie serait le vrai problème. On le disait il y a 15 ans ensemble et on ne nous croyait pas. On nous disait, mais il n'y a jamais eu autant de médecins en France. Oui, en fait, c'est faux. Voilà. Il n'y a jamais eu autant de médecins en France, peut-être en diplôme, mais sûrement pas sur le terrain. Il y en a trop qui se sont égarés dans l'industrie, qui se sont égarés dans des médecines douces et parallèles, qui se sont égarés dans des systèmes sans garde. Il y a tous ces médecins qui sont des diplômes. Il y en a beaucoup, puisque la féminisation, et croyez-moi, je ne suis pas du tout opposé aux femmes, et bien loin de là, mais la féminisation a conclu qu'un certain nombre de diplômes qui sont passés par le clausus n'ont jamais opéré sur le terrain. Parce qu'elles ont fait autre chose. Là, c'est aussi un manque à l'arrivée. Voilà un petit peu. Les besoins ont augmenté. Les besoins ont augmenté. Sur la cause des maladies chroniques, on essaie de contracter la morbidité à la fin. À l'hôpital, c'est caricatural, puisqu'on continue à parler en ETP et on compare à ce qu'on avait il y a 20 ans, alors que le temps médical disponible, ne serait-ce que réglementaire, a été contraint. Donc, je partage ce que tu dis, il faut qu'on sorte de nos schémas si on veut avancer. Okay, rassurez-vous, je partage pleinement ce que vous dites. Hein. Le conseil, on était au CNP, on partageait. Mais le Conseil de l'ordre a fait une étude. Globalement, il faut, et je pense que c'est même plus maintenant, 1,8 médecins pour remplacer un médecin qui part à la retraite. Peut-être, ouais. Oui, et d'ailleurs, Agnès Firmin-Bodo disait, la ministre déléguée en charge des professionnels de santé, elle disait que maintenant, pour remplacer un médecin en ville, il en faudrait plus de 2,2. Oui, c'est ça, je pensais. Mais il y a le même problème qu'à l'hôpital. C'est un vrai sujet sensible, la PDS. On a encore une question, puis après si on devait avoir l'obligation de la PDS, à la limite, c'est pendant 5 à 10 ans à la suite de son diplôme. C'est le seul moment où on peut faire des gardes. En termes de compétences, je ne veux pas me faire attirer les foudres, mais en termes de compétences, voilà. Son diplôme puisse être opposable et qui participe dans les 5 ans qui suivent. Il y a une remarque là. Bon, il y a encore une question, puis après on va faire une petite photo en remettant le livre blanc du CNCH à nos... une question, c'est... Oui. Donc là-bas. Oui, bonjour, je vous remercie. Je remercie Madame Riette qui nous a déjà rendu visite à Rodez. Je suis docteur Hassani, je travaille à Rodez. Au-delà du problème des permanences des soins, il y a un problème d'engagement des jeunes. Ils ne veulent pas faire des gardes, mais ils ne veulent pas aussi s'engager sur la vie du quotidien des services. On ne veut pas monter des projets, on veut faire venir son travail et repartir le soir comme un fonctionnaire, comme un cadre lambda, sans vouloir porter des projets, organiser des filières, s'engager au sein de l'hôpital, dans les instances, dans tout ce que l'hôpital nous demande pour qu'on puisse le faire vivre. Donc là-dessus, je ne sais pas comment on peut réfléchir les choses, mais il faudra à un moment donné peut-être réfléchir à un système de primes, pas uniquement financière, mais autre, pour motiver ces jeunes à nous aider au quotidien sur la répartition du travail non clinique. Moi, je commence à répondre et puis je serai. Moi, je suis pas du tout j'ai pas du tout cette vision. Dans mon expérience, et j'ai eu de par mes fonctions à l'IGAS notamment, je suis intervenu sur pas mal de territoires. C'est ce que j'ai vécu moi quand j'étais jeune, ce que j'ai vécu ensuite quand j'étais chef de service, comme président de CME, il y a toujours eu une fraction des gens qui acceptaient de s'engager, qui n'étaient pas la majorité, loin de là, qui acceptaient de s'engager, qui prenaient le lead en quelque sorte, qui pilotaient des projets, qui avaient cette appétence, je dirais, pour des fonctions institutionnelles. Et puis, il y a toujours eu une majorité, dans mon expérience. Moi, j'ai encore des exemples très récents d'un jeune cardiologue qui a monté qui a repris un service avec un dynamisme
qui avait 32 ans, même, il était même très jeune, donc il fallait l'aider et le mentorer un peu, mais qui a repris dans un hôpital de taille moyenne, enfin départemental. Moi, je pense que ça existe. C'est extrêmement variable. Et je ne crois pas qu'on puisse généraliser. Ce n'est pas un problème pour moi. Autant il y a des problèmes générationnels et des problèmes de modification qui vont au-delà de la génération, que c'est un problème sociétaux, de rapport au travail, d'équilibre vie personnelle, vie professionnelle, etc., qui ont vraiment, vraiment changé. Après, pour l'engagement, dans mon expérience en tout cas, je n'ai pas vécu ça. Alors moi, je suis assez d'accord avec Francis. Je crois qu'il ne faut pas faire de ça un conflit de génération, parce qu'en effet, nous, jeunes, je pense qu'on a aussi entendu ça de nos anciens. Je voudrais juste rappeler à tout un chacun ce qu'on a tous entendu au moment de la création du repos de sécurité. Hein, on était des feignants, entre guillemets. Voilà. Et puis, alors, je peux témoigner aussi, moi, avant d'être, en tout cas, président national, j'ai beaucoup été investi dans le milieu sportif, fédération, etc. Les clubs sportifs, même quand vous avez 300 licenciés, ça ne repose que sur quelques personnes. Donc, voilà. Après, ça renvoie quand même... Le rugby à La Rochelle, c'est ça? Non, pas du tout, je fais du basket. Il est parfait. Voilà. Mais tu aimes le rugby. Ah, mais je suis abonné au Stade Rochelais de très longue date, y compris de la Pro D2 bien avant le top 14. Mais ça, bon, voilà. Après, il est clair aussi que les attentes au travail ayant changé, ils n'ont plus envie aussi d'accepter ce que nous avons accepté, et qu'avec la charge clinique, eh bien, souvent, la charge institutionnelle, c'est en plus. C'est pas reconnu. C'est pas rémunéré. Alors, c'est pas obligatoirement qu'un problème de rémunération, parce qu'ils n'ont pas envie d'avoir du TTA pour l'institutionnel, c'est que ça soit reconnu dans les organisations, et ils ne sont pas formés. Le monde est devenu complexe, et que là, il y a un vrai sujet qu'il faut qu'on aborde, et on en parle, mais pas grand-chose n'avance. Les médecins ne sont pas formés au management. Ils ne sont pas formés à la conduite de projet. Ils sont pas formés un petit coup de pub, là, oui, pour la formation qu'on a montée, ils sont pas assez formés. le DE de médecin-manager que j'ai co-dirigé à l'EHESP et qui est ouvert à tous ceux qui le souhaitent. Et on le voit bien, juste fini, dans les enquêtes qu'on a fait, nous, la conférence, les présidents de CME sont en attente d'une formation de haut niveau. On est HESP, Sciences Po, il y a le CNEH qui en fait aussi. Oui. C'est pas le consultant qui vient dire coucou 2 jours dans un établissement. Ça, c'est pas de la formation. Alors, moi, juste pour vous répondre, et j'en profite également pour vous saluer, je suis d'accord qu'il y a un sujet de formation, mais il y a aussi des sujets nouveaux, et j'en citerai 2. D'abord, il y a effectivement l'importance de la part entre la part que l'on consacre à sa vie professionnelle et à sa vie personnelle, parce que d'ailleurs les schémas d'organisation conjugaux, familiaux ne sont plus les mêmes, et que ça nécessite aussi de pouvoir se rendre disponible pour l'un et l'autre. Donc inévitablement, ça renvoie aussi à comment on organise sa journée. Et puis secondement, il y a des valeurs qui parlent beaucoup plus aujourd'hui. Je pense à la transition écologique en santé. À la FHF, on a par exemple créé un comité de transition écologique en santé qui est présidé par un chirurgien, Patrick Pessot, qui exerce à Strasbourg. Parce que si on exerce dans un endroit où certaines valeurs auxquelles on croit, on ne les retrouve pas, ça perturbe, et ça peut être attractif. Alors les équipes elles-mêmes réfléchissent à comment être plus responsable, éco-responsable, avec des gars à l'appui, avec du sens. Et effectivement, il faut aussi pouvoir faire rêver, porter des projets. Il y a le management, mais il y a aussi les projets. Je crois que et puis comprendre aussi, comprendre aussi l'importance que ça a pour la cohésion d'équipe, pour le service. Aujourd'hui, on entend beaucoup parler, on veut plus de démocratie sanitaire à l'hôpital, on veut plus de transversalité. Ben ça, c'est bien, mais ça demande un engagement de soi. Et puis, c'est vrai qu'il faut le comprendre, ça. Alors, pour nous, enfin, je dis nous parce qu'il se trouve que moi, ça fait aussi 40 ans quasiment que je suis à l'hôpital, puisque j'ai eu une première vie professionnelle, et donc j'ai été d'ailleurs soignante. Et on ne s'engage pas d'abord dans les métiers de la santé par hasard, et on n'exerce pas par hasard non plus à l'hôpital. Et c'est ça qu'il faut cultiver, et il faut le rechercher. Parce que je pense que la question de valoriser monnaie sonnante et trébuchante, ça a une limite. Et limite en termes d'attractivité pour ce que vous évoquiez.
Et là, on peut y travailler aussi et apporter aussi, vous aider à trouver comment faire. Mais enfin, bon, il y a la NAP aussi qui le fait, mais au niveau de la FHF, on travaille aussi sur ces aspects-là. La FHF étant l'un des administrateurs de la NAP. Tout à fait. Je crois que ce sera le mot de la fin, parce qu'on a un timing qui nous a imposé, comme toujours. Il y avait un tas de sujets encore à aborder. Je sais que vous en avez largement conscience sur les aspects de la gouvernance, le nouveau statut du praticien, la réintroduction des services, développer peut-être un peu les CPTS et GHT dont on n'a quasiment pas parlé. Mais on va se donner rendez-vous dans un prochain temps. Et puis l'année prochaine aussi déjà. Vous remerciez de ces échanges et de vos prises de parole. Peut-être pour dire aussi que c'est vrai que on a un langage actuellement, la situation est quand même, il faut le dire, très difficile. Tout le monde l'a souligné. Le fait de le reconnaître, ça ne veut pas dire qu'on risque de décourager forcément nos jeunes. Il faut aussi savoir mettre les problèmes sur la table. On ne les résoudra pas tous, mais essayer d'en résoudre un certain nombre pour contribuer au futur bonheur de nos jeunes. C'est deux façons de voir les choses, mais elles sont peut-être complémentaires. Voilà. Puis dire aussi que notre fierté vis-à-vis des équipes et des hôpitaux publics. Vraiment, on ne le dira jamais assez. Non, mais il y a, effectivement, il y a un élément, c'est quand on rentre à la maison, on a l'impression de bien faire son travail. Oui. Ça, c'est ça la qualité de vie professionnelle, de réaliser son métier. D'avoir été utile. Ça, c'est un élément important. Et peut-être qu'avec le président... Allez, avec le président en exercice. Le président en exercice. Petite photo, là. Vous avez déjà vu Alexandre, tu fais... Voilà. Tiens, tu veux prendre une photo? Allez, une petite photo, là. Fais-moi une petite photo. Là-bas, alors. Allez, prends. Thierry, allez, avec le... Ah oui, pardon. Tu le vois bien, là, ou pas?